Il y en a qu'un. C'est fini de bas de laine. À cette heure, c'est ma caisse populaire. Surnommé à cause de ses vastes plaines le jardin du Bas-Canada, la paroisse de Saint-François de Montmagny est l'une des plus anciennes de la région de Québec. En effet, fondée le 25 décembre 1729, la paroisse fête cette année son 250e anniversaire de fondation. Située à 10 000 de Montmagny et à 45 000 à l'est de Québec, la paroisse est traversée par deux rivières, la rivière du Sud et la Morigeau. Sa population, qui vit surtout de la terre et des industries, est d'environ 1700 âmes. Elle occupe un quadrilatère d'environ 5000 carrés entre Berthier, Saint-Pierre et Saint-Raphaël. Durant les quelques minutes qui vont suivre, nous essaierons d'accomplir un retour dans le temps. D'ailleurs, il serait facile d'énumérer de multiples anecdotes qui ont marqué l'histoire de Saint-François au cours des 2 derniers siècles. Avec l'avènement au 19e siècle du cabarouet, les gens de Saint-François de Montmagny ont profité de ce moyen de transport pour connaître leur territoire et entreprendre de nouvelles amitiés avec leurs concitoyens. En effet, les épouses étaient toujours heureuses de montrer à leurs voisins le dernier-né de la famille. Afin de demander la protection du Très-Haut contre les différents fléaux qui pouvaient occuper notre terre, les femmes du village n'oubliaient pas d'aller se recueillir à la Croix du Chemin, dans le rang du Sud. Les 2 dernières guerres ont rendu très populaire cette section du rang.
Au XVIIIe siècle, comme le réseau routier était assez difficile dans la région, les gens d'Héran devaient descendre la rivière du Sud pour vaquer à leurs occupations régulières. En effet, l'histoire de la paroisse montre de nombreuses difficultés politiques dans l'élaboration des plans pour la construction de chemins. Les citoyens, par conséquent, utilisaient le canot pour prendre leur ravitaillement et vendre leurs produits au dépôt de Saint-Pierre. C'est en 1729 que fut célébrée la première messe dans une église de Saint-François de Montmagny. Construit près du pont de la rivière du Sud, un monument commémoratif fut établi à cet endroit pour souligner aux paroissiens l'emplacement de la première église. Je suis arrivé à Saint-François en 1947. C'est là où j'ai commencé à faire des chevaux, la réparation générale pour les instruments ratoirs, faire des sleeves, bander des roues. Le premier forgeron à Saint-François, je crois que c'est M. Cafos-Garand, en 1885 ou 90. Jusqu'au début du 19e siècle, les personnes qui venaient des prairies et du Rang du Nord ne jouissaient pas d'un pont pour traverser la rivière. Dès l'arrivée des premiers colons à Saint-François, un chemin fut établi dans le fond de la rivière et les gens devaient traverser celle-ci pour se rendre à la paroisse. Toutefois, suite à certains accidents assez graves, un pont couvert et de bois fut construit vers les années 1860. En 1890, on décide de construire un pont de fer au même endroit que ce dernier. Propriété de la compagnie du pont de Saint-François de Montmagny, des droits de passage variant de 2 sous à 15 sous étaient prévus pour la traverse de ce pont. Ce pont fut cédé à la paroisse en 1908 et les frais de passage furent abolis. Par conséquent, les gens venant des prairies économisaient des montants intéressants pour cette époque. Puis, quand le temps est arrivé pour eux autres, ben, il était demandé par le sieur. Puis ils venaient, puis ils rentraient leur bois, disons, à l'aide d'un cheval avec un bacu dans lequel ils attachaient le billet autour de la chaîne. Ils rentraient ça au moulin. Puis de là, ben, c'était monté sur le tablier. Puis après ça, ben, on procédait au siège. Par contre, plus tard, bien, les cultivateurs venaient, puis ils gardaient leur bois dans leur voiture. Ça fait que chacun passait à tour de rôle, puis ils rentraient dans le moulin, déchargeaient leur voyage, puis après ça, ils tournaient la voiture de bord, puis immédiatement, on sciait leur voyage, puis alors ils embarquaient la planche ou les 2x4, les croûtes, s'ils voulaient les apporter
immédiatement dans leur voiture. Moi, étant jeune, je me souviens qu'il y a un de mes oncles là, qui devait charger une scène la planche, puis pour le madrier, là, le 2 par 4 ou le 2 par 3, c'était une scène et quart ou une scène et demie. Ça allait, ben là, les pièces étaient un peu plus grosses, là, les pièces de 8 par 8. Probablement que ça allait entre 3 et 5 cents. Disons, étant donné que j'ai été élevé sur un moulin jusqu'à l'âge de 12 ans, on était jeunes, puis on aimait bien ça jouer des tours. Alors, les chevaux nous épeuraient pas, parce qu'on profitait de l'occasion quand il y avait beaucoup de cultivateurs qui dételaient pour aller en voler un. Fait qu'on allait l'atteler sur une des voitures de mon grand-père. On pouvait faire une coupe de mille, là, quand il revenait, il y avait l'eau sur le dos. Ils sont défrichés en partie avec des bœufs. Donc, il attelait les bœufs sur la charrue à manchon. L'automne, on fait préparer la terre par le sillon en labourant. Le printemps, c'était le herçage. On passait une herse légère sur le labour parce que les terres n'étaient pas égouttées. Et puis, on semait à la volée le grain. Et après que le grain, on semait la graine avec une boîte à graines parce que c'était dispendieux, pour que ça soit plus précis. Enfin, il finissait avec une petite herse légère qui passait sur le champ afin de renterrer tout ce qui avait été déposé en terre. Quand la saison des foins était arrivée, les gens commençaient à faucher de bonne heure le matin, à l'arroser, afin que le foin soit plus tendre à couper avec les petites faux. Après ça, là, quand ça faisait 2 jours que c'était ressoré, que c'était coupé, on prenait les petits râteaux, puis on raclait ça en petits tas, là, on prenait ces petits tas de foin-là, puis on faisait une veilloche. Ça, il faisait ça, c'était pour que le foin garde sa saveur, pour pas qu'il se fasse rôtir, comme on pourrait dire, au soleil. Après, on démanchait ces veilloches-là pour faire sécher à nouveau. Il fallait que le foin soit extrêmement sec parce que il fallait qu'il se conserve au cours de l'hiver. Après, on chargeait ça dans des voitures comme ça, là, avec un panier tiré parfois, assez souvent c'était tiré par un bœuf. On engrangeait ça encore toujours avec des brocs faites. Au début, c'était des fourches faites avec des branches d'arbres. Après, ben, ça s'est modernisé. On est venu avec
des fourches avec des fourchons de fer, mais au début, c'était avec des branches d'arbres. Au piétage, un guette, elle a joué du wish dans l'air, elle a joué du tête d'un tirelire, elle a joué du gna gna gna, elle a joué du genre elle a joué du genre, elle a joué du genre. Elle a jeté petit moine, sur dos dans un wish dans l'air, sur dos dans un tintin tirelire, sur dos dans un gna gna gna, sur dos dans un faux sap. Lorsque venait la récolte de grains l'automne, c'était la faucille. On se grillait une équipe, les gens un genou à terre, puis on coupait le grain. Un autre, il s'en venait par en arrière, puis il ramassait le grain en bateau. Il l'engerbait avec de la branche de cisagrappe ou de cerisier. On le montait de bout, on mettait ça 4 par 4 afin de le laisser sécher. Le râtelier, ça c'était venu assez moderne, c'était pour ramasser le grain ensemble. Après, il est venu la javeleuse. La javeleuse, ça, c'est devenu, comme on pourrait dire, un peu motorisé par les chevaux. C'était une machinerie assez nouvelle. Ça, c'est devenu dans les années 1900, je crois. Après, il y a eu la moissonneuse lieuse, qui est venue dans les années 1925, à peu près. Battre ce grain-là, au début, c'était le flot. On commençait à faire le battage l'automne quand il faisait assez froid, parce qu'en faisant le grain avec ces flots-là, ça séparait mieux le grain gelé. Quand il battait ça sur une toile, après il ramassait ça, il mettait ça dans un vent. On sortait dehors quand il ventait, on brassait ce vent-là. Là, ça séparait le grain avec la balle.
Après, il est devenu le hors-sport. Puis la batteuse, ça, c'était après que la compagnie, c'est une compagnie qui a été faite dans Saint-François, c'est les Gaulais. Ça a été la première industrie qui ont fabriqué le batteux et le hors-sport. À Saint-François, les terres ont toujours été considérées comme très riches. En effet, à chaque année, les semences apportent des récoltes importantes. Souvent menés par les doigts de femmes, les jardins de Saint-François donnent beaucoup de fruits et de légumes à leurs citoyens. À l'automne, les gens s'empressent de récolter les choux, les betteraves, les patates et le blé d'Inde. Les potagers étant très bien entretenus, les citoyens de la paroisse se font une lutte amicale afin de s'arroger des plus beaux jardins. Des prix sont souvent accordés aux personnes les plus méritantes. L'arrachage de patates, ça se faisait à l'automne, dans le mois d'octobre. Il faisait frais, donc il prenait une charrue à baguette, on attelait les chevaux là-dessus, tirait des rangs. Les gens, avec des poches aux genoux, à quatre pattes dans les rangs, on ramassait les patates. On mettait ça partout, puis pour les laisser sécher, après on les reprenait. On mettait ça dans le banneau, on dompait ça dans un boyard, dont 2 personnes, un de chaque bout, prenaient le boyard, ils rentraient les patates dans la cave pour les ornements. En 1923, au mois de septembre, fin de septembre. Puis là, c'est labouré avec 3 chevaux. Il y avait de la terre passablement dure dans le coin, ça fait qu'il avait labouré ça. Puis là, il y a bien des vieux qui disaient, hein, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, eux autres, ça ne poussera plus, taper à terre avec ça. Du cimetière qu'on appelle à la ligne, ça allait à peu près 11 arpents. Puis le gars s'était planté un piquet, là. Puis il en avait mis un autre à l'autre bout. Puis quand ils ont tiré ça, les vieux du temps n'en revenaient pas, comme on sait que le gars avait fait sa rade 2 rangs, puis qu'il avait fait tirer à droite. Par contre, le gars, il connaissait son affaire. C'était pas le premier venu. Puis après ça, il y a mon oncle Laurent Lamontagne, lui, qui... Et puis moi, le gars, il a montré à le chauffer, puis il l'a toujours chauffé. Il valait 1150 pièces avec les charrues.
Autrefois, vers les années 1900, les cultivateurs utilisaient sur leur ferme, un peu en général, qu'est-ce que c'est qu'il y avait de besoin? Le lin qui produit la filasse. Puis avec la filasse, les femmes à la maison font le filage de tout ça. Pas de matelas, ils faisaient des baillages, hein, avec le plus gros de l'étoupe, là, le fil le plus fin. Puis ils faisaient des linges vaisselle, puis des nappes. Te rappelles-tu, dans ce temps-là, comment est-ce que c'est qu'on s'organisait pour ça? Quand le lin est arrivé là, en boîte, là, enveloppé avec un or, puis on faisait tout sécher ça, là, puis il fallait faire attention pour pas que le feu prenne après ça. Puis on mettait le feu en dessous, ça c'était pour faire rouir complet. Rouir, ça voulait dire on l'essayait, voir si ça cassait, là, les grattes qu'il y avait dessus. Puis là, ben, ça faisait ça se brillait mieux, on allait à la brille, ainsi de ça. Puis là, ben, quand ça se cassait bien, là l'étoupe tombait tout à terre. Et puis là, on avait du beau brin, hein, ça faisait bien. Vers 1900, là, après la traite des vaches, on apportait le lait à la laiterie pour soutirer la crème. On le mettait dans un séparateur et avec l'action du bois, on faisait tourner la machine pour soutirer cette crème pour, après, faire le beurre. Pour faire ce beurre, on la mettait dans une petite baratte. Après 40 à 50 minutes de tournage, le lait se séparait, le petit lait. Puis le beurre venait en petits grains. Puis après ça, ben, on le prenait et on le mettait dans une presse pour faire incorporer l'eau et le sel pour lui donner une meilleure consistance. Après ça, on l'enveloppait dans un papier ciré pour tâcher de le mettre en conservation pour le garder plus longtemps. Le pain, dans ce temps-là, se faisait avec de la farine, de l'eau, du sel, de la levure. Et puis on mélangeait tout ça. Et puis on la laissait reposer 1 heure. Puis au bout d'1 heure, on la retravaillait. On la laissait reposer encore une autre demi-heure. Puis là, on la travaillait, puis on la moulait. On la mettait dans des tôles. Puis là, on laissait redoubler le volume. Puis après ça, on mettait au four à 400 degrés pendant 1 heure environ. Dans ce temps-là aussi, il se faisait du savon. Et puis l'homme, lui, il travaillait des manches de hache. En 1950, aux environs, le monde a arrêté de cuire à la maison, puis ils se sont mis à acheter du pain du boulanger.
Même s'il a été démontré que la première école publique à Saint-François a été créée en 1829, il faut noter toutefois que c'est en 1760 que la congrégation Notre-Dame fonda un couvent. D'abord près de la rivière, le couvent fut bâti à l'endroit actuel en 1764. Cet édifice permettait alors aux religieuses d'apprendre à lire et à écrire aux enfants de la paroisse. Au début, soit en 1763, les religieuses demeuraient et enseignaient dans le presbytère qui leur avait été cédé par le curé Laurent Bédard. Une autre bâtisse fut érigée en 1774, mais elle fut démolie en 1884. Pendant longtemps, ce couvent de Saint-François fut la seule maison d'enseignement de toute la côte du Sud. En 1882, sous l'administration du curé Oliva, un nouveau couvent fut construit, mais il fut terminé en 1923. Il est intéressant de remarquer aussi qu'une classe privée ou de maîtres a existé à Saint-François. Elle se situait dans la sacristie et elle préparait les garçons au collège classique. Il semble qu'elle recevait les élèves de Saint-François et des villages avoisinants. Quoi faire pour gagner à son charme les filles du village? La corvette n'existait pas encore. C'est en buggy que les garçons de Saint-François faisaient la cour aux dames de la paroisse. Une promenade dans la nature attisait les sentiments. L'automne, lorsque les feuilles deviennent en fête, l'attrait du bois pouvait influencer le cœur de l'être bien-aimé. À la vue des propriétés du futur époux dans les bois de Saint-François, les gens pouvaient connaître leurs compagnons. Dans ce temps, on prenait le temps de vivre et le buggy a su attirer beaucoup de jeunes filles à leurs futurs époux. À Saint-François-de-Montmagny, le chemin de fer a commencé vers les 1853, lorsque le Grand Tronc
la Compagnie du Temps a commencé à acheter les terrains. En 1855, il y a eu l'inauguration du chemin de fer du premier tronçon entre Lévis et Montmagny, le 3 décembre 1855. En 1881, il y a eu l'inauguration de la gare, et qui a coûté à ce moment-là la somme de 4 500 $. Plusieurs chefs de gare qui se sont succédés à la gare de Saint-François. Messieurs Caron, Réaume, Benjamin Roy, qui a été à Saint-François pendant 30 ans, à compter de 1899 jusqu'à 1929. Après ça, il y a eu M. Aymon, Brotherton, Albert Huot, Rosaire Lisotte, J.P.H. Dionne, Gérard Leclerc, Gérard Lapointe, Robert Paradis, Jacques Chabot. Ça a été le dernier chef de gare en titre. Par la suite, il y a eu un M. Carrier et Paul-Émile Albert. Un dimanche après-midi, vers l'automne, là, on prend les sucreries. Il y avait 2 chevreuils là, dans le bout du Sorois. Il était à 2 arpents vers nous autres. On s'en venait vers nous autres. Il y avait des grosses têtes de branches dans ce champ-là. De temps en temps, on les perdait de vue en arrière de ça. Puis d'un coup, là, dans le Tiersou, le premier, là, le plus gros là, des deux, il bat, puis il arrive. Puis il arrête, puis il se met à regarder. Puis là, il était une bonne distance que pour le frapper. Fait que là, le poignet dans la tête, là, il a tombé le nez à terre, là, puis il restait là. Puis l'autre, il a pris ce course, puis Pierre-Langlois avait son fusil et tout, il a tiré dessus, mais il l'a manqué. J'ai appris mon métier de cordonnier chez M. Adelor Bonneau. Et puis là, ben, quand j'ai tombé malade en 1949, Louis-Philippe Bonneau est venu me trouver, puis il dit « Tu seras capable de travailler à la cordonnerie, vu que tu as mal à une jambe. » Puis moi, ben, j'avais promis à son père de pas prendre pas d'y nuire. Ça fait qu'on a été voir son père, puis le père m'a dit ça, il dit « Si tu veux partir cordonnerie, pars. » Il dit « Je te paierai même ta première commande. Tu me remettras quand tu pourras. » Ça fait 40 ans. Ça a fait 40 ans au mois de janvier. Deux paroissiens émérites de Saint-François, M. Joseph Morin et Ernest Boulay, ont fait entendre pendant 60 ans leur voix dans l'église paroissiale. Écoutons-les. Pendant que les maris étaient au champ, les femmes et les filles du village devaient œuvrer dans différents domaines. Plusieurs de celles-ci ont su faire valoir leur talent d'artiste dans les différents secteurs de l'artisanat. Les cercles de fermières ont acquis dans la province une réputation enviable. Cette association a acquis ses lettres de créance dans différents domaines des arts. En effet, dans tous les villages, les femmes ont su allier leur disponibilité et leurs compétences pour fabriquer des pièces de grande valeur.
Dans la paroisse de Saint-François de Montmagny, les femmes reconnues comme très actives et dynamiques ont attiré beaucoup de visiteurs. Depuis longtemps, elles ont fabriqué des tapis, des couvertures et des étoffes pour les pantalons. Ce groupement féminin a fait connaître la paroisse de Saint-François de Montmagny et encore aujourd'hui, elle a une réputation enviable dans la région de Montmagny et de Bellechasse. Les boucheries, là, dans les années 1940, là, même en reculant plus que ça, là, ça se faisait ordinairement au début de décembre. D'abord, c'était pas, ils préparaient un cochon quelques mois d'avance. Là. Puis là, quand la date était arrivée, là, ils s'entendaient 3 ou 4 cultivateurs ensemble, entre voisins. Là, on allait chez le cultivateur qui était le mieux organisé, là, qui avait la place pour, là, puis une bouilloire pour faire chauffer l'eau. On prenait toutes les précautions voulues pour qu'il y ait des gaspillages. D'abord, on ramassait le sang pour faire du boudin. Là. Et il y a jusque le poil qui se gardait et tout pour bourrer les colliers de chevaux, là, puis les sellettes des chevaux. Là. Quand on avait besoin, on le gardait. Et puis là, il y avait le ventre là, aussi que les femmes dégraissaient. Ça, ils faisaient cuire ça, après ça, puis ça, ils faisaient de la graisse. C'était de la graisse pure là. Puis il y avait la vessie, tout, la vessie de cochon qui se gardait pour les blayettes à bout. La boucherie, c'était toujours une fête pour les petits puis les plus vieux. Quand ça faisait 7-8 mois là, qu'on avait mangé du lard salé là, puis du bœuf en conserve, là, quand on tombait dans la viande fraîche, c'était une fête. De Noël, oui. Alors, avec toute cette sorte d'aller manger au restaurant. Là, t'en vois, mère. On apporte tes tartes pour le noir.
Entrez! Joyeux Noël! Salut, Sven! Salut, Kevin! Comment allez? Plaisir de vous aimer. Bonsoir, madame. Fallait ressouffler, là. Dans le bon Dieu, je vous bénis et je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Une bonne heureuse année, ce que vous désirez. Merci. Dans les années 1800, quand une maladie venait frapper une famille, les citoyens devaient s'entraider. Les voisins s'avertissaient entre eux et une chaîne s'établissait de maison en maison jusqu'à la résidence du médecin. Il semble que le premier médecin que Saint François a pu connaître a été de naissance irlandaise. Il semble qu'il a résidé à Saint-François en 1875. Par la suite, un bureau de santé a été institué en 1885 avec l'engagement des docteurs Fournier et Gendron. Le docteur Fournier a acquis une réputation enviable, mais il semble que c'est le docteur Thibodeau qui fut considéré comme le premier médecin de campagne de Saint-François en 1925. Bouchard au Galant d'Or, dans ce temps-là, c'était le Galant d'Or. Ça devait être bonne heure le matin. 4h30, 5h moins quart. J'avais 14 ans, pas tout à fait même.
tu veux passer l'hiver, tu vas avoir beau, on a du bois à aller, puis on a jobé du bois. Dans le camp, on était à 7, imagine-toi. Il y avait le bonhomme Arsène Tabarche, Dona, Eugène, Georges Chenou, puis moi, puis Armand Dallaire. Et bien, eux autres, ils chardaient avec 2 chevaux puis un bœuf. Je me rappelle, le bœuf, il le faisait trotter tant qu'il voulait. Il suivait les chevaux, il n'avait pas besoin de le mener, il suivait les chevaux. Il y en avait une petite jument grise, elle était maigre et fine, tu sais. Elle se couchait toujours en attendant qu'il charge. J'avais passé tout l'hiver là. J'avais 2 pièces par mois. Autrefois, pour avoir la permission de sortir du long hiver, nos grands-pères devaient se taper 40 jours de privation et de sacrifice, sous l'œil vigilant du curé. Mais ensuite, arrivait le printemps et le temps des sucres. Aujourd'hui, le temps des sucres n'a pas tout à fait la même signification. Avec ses tubulures de plastique, le sirop d'érable a pris souvent des allures d'industrie. Avec ses vins d'érablière, Saint-François a su garder les traditions et aujourd'hui, ces érables se souviennent encore des rires et des chants de ce temps-là. Saint-François a 250 ans. La paroisse a su acquérir une maturité basée sur des individus exceptionnels qui ont manifesté un sérieux et un dynamisme d'aventuriers. Si la paroisse de Saint-François de Montmagny a gardé sa tradition, elle la doit à ses fondateurs et à ses ancêtres. Si elle a su conserver son folklore, c'est l'affaire de ses fondateurs et des familles issues de ceux-ci. Toutes les familles, de père en fils et de mère en fille, ont donné à la paroisse un goût de vivre exceptionnel. Il n'est pas rare de voir des anciens paroissiens revenir à Saint-François pour vivre une vieillesse heureuse. L'histoire des faits et gestes au milieu d'une paroisse comme Saint-François permet de revivre une vie dont les héritiers ont raison d'être fiers. La rivière du Sud coule toujours à Saint-François de Montmagny. Les paroissiens, pour leur part, se souviennent de leurs anciens fondateurs et c'est la rivière du Sud qui semble les rappeler à leur mémoire.